Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons venir résumer l'article de neuropharmacologie sur les scléroses en plaques. Et on commence tout de suite. Hop. Il y avait plusieurs parties dans cet article, du coup j'ai un peu suivi ce plan dans dans mon résumé. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils parlent de sclérose multiple dans leur article, donc ils abrègent ça en MS. Et donc dès l'introduction, ils disent en fait que c'est une maladie, c'est la première maladie incurable impactant le système nerveux central dans le monde. Donc c'est celle qui est la maladie incurable la plus répandue dans le monde. Et ensuite, ils viennent donner des exemples d'invalidité, notamment la baisse de perception visuelle, des faiblesses ou la désensibilisation des membres, ainsi que des ataxies. En fait, la sclérose en plaques, ça fonctionne de façon progressive, ça peut parfois durer plusieurs décennies, et cette dégradation progressive entraîne vers des déficiences cognitives et de mobilité, des fois majeures, des fois jusqu'à l'impossibilité de marcher. Et parfois, ça peut aussi impacter les muscles lisses, comme la vessie. Ils avaient donné l'exemple de la vessie dans l'introduction. Alors en fait, ils nous disent aussi qu'il y a des médicaments déjà qui existent, qui réduisent l'impact, plutôt qui ralentissent les effets, enfin les déficiences créées par cette sclérose en plaques. Bon, il extrait une douzaine de médicaments, mais en fait, voilà, ils réduisent, enfin ralentissent cette progression malheureusement incurable, mais voilà, ils ne guérissent pas, justement. Ces médicaments ne guérissent pas. Et ce qui fait qu'ils sont controversés parce que ça coûte cher, je crois que aux États-Unis, ils ont dit que ça coûtait 10 milliards de dollars. En ce qui concerne voilà, ces différents médicaments qui en fait ne font que réduire l'impact, ralentir cette dégradation qu'on peut percevoir de façon plus ou moins fataliste. Hop, alors après l'introduction, on passe maintenant du coup à la description de la pathologie. Voilà, ils ont fait une petite partie où ils décrivent la pathologie. Où en fait, oui, ils parlent de multiples scléroses. En fait, ces scléroses se différencient suivant les lieux qui sont attaqués. Donc ça peut être la matière blanche, la matière grise étonnamment, le cervelet, la moelle épinière ou encore le tractus ou nerf optique. On appelle un peu de deux façons, il y a nerf optique ou tractus optique. Et en fait, ce qu'on cherche à savoir en fait souvent par rapport à cette pathologie, c'est son évolution en fonction du temps, donc au cours du temps. Et pour ça, en fait, il n'y a pas énormément de méthodes. On utilise principalement l'IRM et l'immunohistochimie. Alors là, je dois avouer que c'est un terme que je poserais bien en question si jamais je dois poser une question. C'est bien ce terme d'immunohistochimie, où en fait tout ce que j'ai compris c'est que ça permettait la détection de protéines, d'antigènes dans un tissu, mais comment ça fonctionne, je ne sais pas trop, ils n'ont pas trop étalé ça dans l'article. Et la plus simple à détecter, en fait, enfin, la sclérose en plaques la plus simple à détecter, c'est tout simplement celle qui euh, en fait, dégrade la substance blanche. Donc en fait, ce qu'on observe avec l'IRM, c'est principalement la démyélinisation, pardon. Donc c'est la dégradation de la substance blanche en fait. On peut observer aussi des inflammations et des réactions gliales. Donc voilà, les cellules gliales, je rappelle, ce sont des cellules souvent enfin, dans le système nerveux central, proches des neurones, qui permettent leur structure et leur structuration et leur bon fonctionnement. Alors en fait, souvent, au niveau de l'évolution, de ces maladies, elles sont parfois hétérogènes. Donc cette voilà, déminimisation ne se passe pas toujours au même rythme pour tout le monde. Donc les évolutions sont tout simplement différentes. Mais cependant, il me semble qu'ils disent dans cette partie-là qu'en fait, ça serait juste un seul et même mécanisme, quelle que soit la sclérose, ou que ce soit la matière blanche, cervelet, etc. Ce serait un seul mécanisme immunologique qui serait concerné. Bon, ils nous ont parlé pas mal dans l'article d'études sur les animaux, mais je ne rentre pas trop dans le détail des études sur les animaux. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, la réparation, donc en fait la remyélinisation, est possible. Et en fait, serait plus efficace lorsqu'on est jeune. Donc en fait, plus on est jeune, plus on
on a des chances d'avoir une réparation de cette myéline qui a été attaquée par nos cellules, parce que, voilà, je rappelle juste, parce que c'est vrai qu'en fait, dans l'article, ils décrivent pas trop la sclérose en plaques, mais la sclérose en plaques, globalement, si je peux faire juste un petit résumé, c'est qu'en fait, on a nos cellules auto-immunes, enfin, on a nos cellules immunitaires qui s'attaquent à la myéline de nos axones. Donc c'est une maladie auto-immune car il y a notre système immunitaire qui vient attaquer des cellules des cellules endogènes qui appartiennent à notre corps. Donc voilà, maladie auto-immune. Et oui, justement par rapport à cette régénération qui est possible, les chercheurs et puis dans l'ensemble la communauté d'études scientifiques se demandent si cette régénération est possible des années après la lésion et s'il y a des facteurs d'attaque récurrentes, donc en fait des facteurs de rechute entre guillemets. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la myéline est aussi présente dans la substance grise, donc ce qui fait, donc dans la substance grise, il y a la myéline, donc c'est ce qui fait que il peut y avoir aussi des scléroses au niveau de cette substance grise, mais déjà elle est moins présente et elle serait moins affectée par les scléroses, car, et je sais pas pourquoi ils disent ça, mais ils disent en gros que la barrière hémato-encéphalique, donc abrégé BBB en anglais pour Blood-Brain Barrier, euh, bah, en fait elle serait moins perméable, elle serait plus imperméable au niveau de la substance grise qu'au niveau de la substance blanche, et là je me demande bien pourquoi. Ils ont. En fait, oui, vraiment, l'article, c'est une méta-analyse, donc ce qu'ils vont faire, c'est vraiment faire un peu une sorte. Ouais, une méta-analyse, quoi. Et ils ont découvert, enfin, ils disent souvent que les lésions de ces scléroses sont souvent périvasculaires, donc c'est autour des vaisseaux sanguins, tout simplement, et que ces vaisseaux sanguins, la plupart du temps, proviennent de la pymère. Et donc là, on doit revenir sur les méninges. Donc les méninges, c'est pas compliqué, il y a la dure mère, il y a l'arachnoïde et il y a la pymère. Donc l'arachnoïde et la pymère sont riches en vaisseaux sanguins. Et puis peuvent permettre l'apport de nutriments au niveau du cerveau, au niveau de l'encéphale et du système nerveux central globalement. Donc oui, voilà, donc la pymère est une couche vascularisée englobant le système nerveux central avec l'arachnoïde et puis la dure mère qui, elle, il me semble, ne contient pas de vaisseaux sanguins. Et justement, lorsque cette attaque, cette sclérose provient de cette pymère, on parle d'origine leptoméningée. Donc en fait, les leptoméninges, c'est l'arachnoïde et la pymère, tout simplement. Excusez-moi si je m'arrête un peu régulièrement, c'est parce qu'en fait j'ai le nez qui coule et j'ai juste pas envie de me moucher dans le micro, quoi. Alors oui, du coup, là on parlait, oui, de origine leptoménagée. Et du coup, ce qui parle surtout, en fait, ce qu'ils viennent dire, c'est qu'en fait, les scléroses les plus handicapantes sont celles qui, en fait, viennent s'attaquer à la moelle épinière. Donc celles qui s'attaquent, comment ils avaient nommé ça au tout début? Ils avaient nommé ça, euh, non, juste moelle épinière, voilà. Donc c'est qui s'attaquent la spinal cord, comme ils disent en anglais. Bah, lorsque ces axones sont dégradés, on peut comprendre par exemple s'il s'agit d'un motoneurone, vous savez si la destination de cet axone est un muscle, et que le message est moins bien transmis, forcément ça va avoir des difficultés. Après on peut penser à l'exemple de la marche, souvent lorsque la sclérose est bien entamée, quoi. Alors pour le nerf optique, ce qu'ils observent c'est qu'il y a une dégradation euh, des liens avec les cellules ganglionnaires rétiniennes. Donc vous savez, on a les bâtonnets, on a les cônes, et après on a ces cellules ganglionnaires qui vont après venir jusqu'au nerf optique. Nerf optique ou tractus optique comme vous préférez, il me semble. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ces cellules ganglionnaires rétiniennes sont impactées alors qu'elles n'ont pas de myéline. Donc là, on peut s'étonner parce que ce qu'on se disait, c'est que voilà, à la base, c'est les cellules immunitaires qui s'attaquent à la myéline. Pourtant là, il y a un impact en absence de myéline. Et en fait, ce qu'ils viennent penser, c'est qu'en fait, cet amincissement, donc il y a un amincissement du nombre de fibres nerveuses, et un amincissement, disons, du nombre de cellules ganglionnaires, et ça serait tout simplement un dépérissement qui serait suite à l'inflation du nerf optique, donc peut-être un message chimique qui demanderait,
qui imposerait une sorte d'apoptose de certaines cellules ganglionnaires rétiniennes. Après, ils ont fait des petits paragraphes sur l'étiologie et l'épidémiologie, où en fait, ce qu'ils viennent dire, c'est que globalement, les causes de cette maladie seraient surtout génétiques et environnementales. Bon, finalement, ce que j'ai un peu l'impression, c'est que quand on sait pas trop, on dit souvent ça. Souvent, on dit ouais, c'est génétique, c'est environnemental, c'est comme pour la dépression. Or, il y a une part génétique, il y a une part d'environnemental, c'est multifactoriel. Souvent, on dit souvent ça quand on ne sait pas précisément. Après, est-ce qu'il y a vraiment une seule étiologie précise? C'est vrai, on peut se demander. Après, ce qu'ils ont trouvé aussi, c'est qu'il y avait que en fait, les personnes touchées des scléroses en plaques, c'était voilà, les trois quarts des patients étaient des femmes, et que c'était commun à d'autres maladies auto-immunes. Donc là, pourquoi c'est plus les femmes que les hommes qui sont touchés? Bah là, il n'y a pas trop de réponse, hein. Et ils ont aussi identifié 200 allèles considérés comme à risque, c'est des allèles qui sont liés à la formation de nos cellules immunitaires, à l'immunité globalement. Ils ont aussi trouvé, par rapport à l'environnement, ils ont trouvé en fait que c'était les climats, disons, tempérés, qui étaient, enfin les populations qui vivaient dans des climats plus tempérés, qui étaient plus susceptibles d'avoir des scléroses en plaques. Alors, les climats tempérés, c'est vague comme terme, hein. Ok, c'est pas le Groenland, ok, c'est pas le Sahara, mais un climat tempéré, c'est pas précis, quoi. Puis du coup, ils sont allés faire des liens, en fait, avec par exemple le changement saisonnier, comme par exemple, vous savez, il y a la vitamine D qui est censée donner le soleil. En fait, par exemple, nous en France, cette vitamine D, en fait, elle est présente que du mois d'avril à octobre. Donc ça, c'est une petite chose à savoir. Une petite chose à savoir. Donc si t'es au mois de février et que t'es au soleil, va pas dire que tu recherches la vitamine D, c'est pas vrai. Et puis aussi, ils ont fait une petite corrélation en se disant, oh, c'est peut-être à cause des agents pathogènes dans la région. Mais bon. Voilà, en fait, là, ils font un peu de la spéculation là-dessus. Bon, aussi là, c'est le truc un peu simple. Ceux qui fument et les obèses sont aussi plus touchés par la sclérose en plaques. Voilà. Et puis il donne une explication un peu plus logique où en fait, ça serait peut-être tout simplement les cellules T et B, donc les lymphocytes T et les lymphocytes B du système immunitaire adaptatif, qui en fait peut-être juste seraient capables par une modification génétique de reconnaître la myéline. Donc ça, c'était une petite hypothèse. Donc là, on va passer à la pathogénèse qui va justement revenir mettre en cause cette petite hypothèse, où en fait on comprend qu'il s'agit d'une interaction très complexe entre les cellules immunitaires, les cellules gliales et les neurones. Donc globalement, on a les lymphocytes T, donc on a les T CD4 et CD8 qui s'appellent ça, donc lymphocytes T4, T8, moi personnellement je préfère me dire. Et en fait, il y en a certaines qui seraient du coup réactives à la myéline, mais en fait, ces lymphocytes réactifs à la myéline sont aussi présentes chez les patients, enfin chez les sujets sains qui n'ont pas de sclérose en plaques. Donc ça veut dire que même chez les patients sains, ils ont aussi des lymphocytes adaptés à la myéline. Donc là on se demande l'origine donc autre que juste cette capacité à détecter la myéline, parce que les sujets sains voilà, n'ont pas de problème avec cette myéline. On a aussi les lymphocytes B qui, eux, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo, comme je vous l'ai expliqué, produisent des anticorps spécifiques et ils présentent l'antigène aux lymphocytes TCDK. Donc vous savez, les lymphocytes B, c'est quand il y a les anticorps qui attrapent, par exemple pour le coup, la myéline, dégradation de la myéline via les macrophages appartenant à la microglie dans le système nerveux central, puis ils gardent juste l'antigène et présentent à un lymphocyte T4 qui va ensuite, grâce aux cytokines, inciter la production, le clonage de lymphocyte T8 et de lymphocyte B. Alors après, ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'il y a les macrophages et les monocytes présents dans ce système nerveux central qui auraient un impact sur la régénération de la myéline, et ils ne savent pas comment. Donc moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est dans le sens positif ou négatif? Donc est-ce que les macrophages et les monocytes viennent
ralentir ou accélérer cette régénération de la myéline, tout simplement. Donc, moi on pourrait penser que ça ralentirait, mais en réalité, pas de preuve quoi. Et il y a une autre hypothèse comme quoi en fait ça serait la barrière hémato-encéphalique qui deviendrait trop perméable en fait. Donc ça permettrait en fait le passage certainement des cellules immunitaires et ça augmenterait en fait, d'après des études chez des animaux, ça augmente la démyélinisation cette perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Elle a aussi observé qu'il y a des activations des microglies. Donc les microglies, c'est ce qui produit les microphages au niveau... c'est les cellules microgliales qui activent les microglies. Donc les microglies, je rappelle, c'est l'ensemble des macrophages dans le système nerveux central. Et aussi des activations des astrocytes. Donc les astrocytes, on en a aussi parlé dans la précédente vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. Alors du coup, ce qu'ils viennent dire, c'est que, oui, c'est vraiment une méta-analyse, en fait, ils prennent vraiment l'ensemble des études et ils font résumer. Donc, les microglies en fait, auraient un double rôle, donc ils pourraient servir de médiation pour l'inflammation, et pourraient en même temps favoriser la réparation, notamment en passant par l'élimination de débris. Donc peut-être, ce que je me suis dit, c'est peut-être que les microglies, en fait, avec cette élimination des débris, donc en fait, on pourrait croire que peut-être qu'il y a les oligodendrocytes qui, en fait, sont conscients, enfin, disons, reçoivent le message qu'il y a des débris de myéline, et donc ça pourrait peut-être les inciter à, en fait, reproduire de la myéline en sachant qu'une partie a été dégradée. Mais là, ce que je me demande, c'est pourquoi ça aurait un double rôle. Comment ça se fait que voilà, les microglies aient un rôle néfaste et un rôle réparateur. Donc on est pareil pour les astrocytes, donc elles peuvent avoir un rôle positif comme négatif, tout simplement par rapport à des molécules effectrices. Donc là, ils ne disent pas trop lesquelles, donc vraiment, je trouve qu'à l'article, ils vont pas dans les détails, quoi. Donc il y aurait des molécules effectrices qui permettraient en fait la stimulation de l'inflammation, et au contraire pour le rôle positif de réparation, la capture du glutamate et le maintien d'une bonne barrière hémato-encéphalique. Donc oui, juste un petit schéma de la barrière hémato-encéphalique. La voici si ça peut bien charger. Donc oui, la barrière hémato-encéphalique, c'est les cellules endothéliales. Donc en fait c'est la couche interne du vaisseau sanguin. Donc c'est des cellules qui jouent un rôle dans la pression sanguine, dans la tension, enfin dans la pression artérielle notamment. Et on a aussi les astrocytes qui font partie de cette barrière en fait et qui du coup permettent une sélection, plutôt un filtre des certaines molécules que le cerveau ne voudrait pas trop recevoir. Alors oui, ils ont aussi parlé des oligodendrocytes, donc j'en ai déjà un tout petit peu parlé juste avant, qui en fait recouvriraient la myéline. Et en fait, le problème, c'est si en fait le système immunitaire vient stimuler ces oligodendrocytes et que ces oligodendrocytes viennent au contraire dégrader cette myéline, ça serait un petit peu problématique. Donc pour ce qui est des axones, ils nous disent dans l'article qu'il y a des transections possibles, donc carrément en fait l'axone coupé en deux. Transection, c'est carrément ça, c'est l'axone qui hop est cassé. Et en fait, ce qu'ils nous explique, c'est qu'en fait, il y aurait une dégénérescence de cet axone après en fait que l'axone a été dénudé, donc qu'il n'y ait plus de myéline après l'attaque de cette myéline par le système immunitaire. Et en fait, ça s'expliquerait par un surplus d'énergie demandé. Donc tout simplement, vous savez, la myéline permet l'accélération, permet en fait que le conduit électrique aille plus vite, ça permet une meilleure diffusion du message électrique. Et donc en fait, pour compenser cette dégradation de la myéline, il y aurait plus de canaux ioniques qui seraient créés, vous savez, les canaux ioniques Na+, les canaux potassiques, les canaux chloriques, pour faire circuler le conduit électrique, enfin le potentiel d'action, pardon. Et en fait, ce surplus de canaux ioniques demanderait trop d'énergie pour l'axone, et ça finirait par la dégénérer complètement, donc ce serait un peu un neurone qui mourrait d'épuisement finalement. Finalement, pour cette
cette maladie, donc les scléroses en plaques, il y a peu de biomarqueurs qui ont été détectés car euh, en fait les parties du système nerveux central sont un peu insaisissables. Vous voyez, c'est pas facile d'aller attraper, enfin d'aller prendre un bout de moelle épinière ou un bout de cerveau, un bout d'encéphale à un être humain parfaitement en vie. C'est différent du juste une, un prélèvement sanguin ou une ponction lombaire, c'est un peu compliqué de à part à travers l'IRM, voilà, il y a juste l'IRM, on peut pas directement prélever un bout de cerveau. C'est un peu compliqué à faire, je pense. Mais bon, on a l'IRM qui permet en fait d'observer les lésions et ce, quel que soit le type de sclérose, donc que ce soit le cervelet, la moelle épinière, matière grise, matière blanche, etc. Donc ensuite, ils nous font un petit récapitulatif pardon, sur les différentes thérapies à travers de divers médicaments qui permettent de diminuer la validité. Donc là, ils nous disent un tas de noms de médocs. D'ailleurs, je les ai juste surlignés ici, voilà. Donc voilà la page 7 et tout, comme ça vous voyez bien où est-ce que c'est. Je mettrai l'article en lien, pour pas avoir de problème. Et du coup, oui, en fait, cette absence de biomarqueurs, en fait, c'est ça qui empêche, en fait, d'obtenir, d'avoir vraiment des médicaments qui permettent complètement de guérir, en fait. Et justement, vous savez, ce qui est un petit peu embêtant avec cet article, c'est qu'ils parlent des médicaments, mais par contre, ils le disent même dans leur article. Voilà, c'est en dehors du but de notre article de discuter des bénéfices, des risques, mais aussi du mode d'action et des voies d'administration de ces différents médicaments. Donc là, ils nous disent qu'il y a des médicaments, mais ils ne nous parlent pas de leur mode d'action ni de leur voie d'administration. Alors si le prof vient nous poser des questions sur comment on, on, on donne du daclizumab, là, eh ben dis donc, je sens que ça va encore aller loin cette histoire. Parmi ces médicaments, il y en a certains qui améliorent par exemple la qualité de la marche, donc ils ont cité un exemple. Donc oui, la qualité de la marche, c'était avec le dalfampridine, pardon, walking speed. Et d'autres permettent de diminuer une rechute, donc en fait un risque de réattaque du système immunitaire. Mais ça qui est dommage, c'est qu'ils n'expliquent vraiment pas comment ça se fait que ça permette ça. Donc là, ils ont aussi parlé d'études qui étaient en cours pour impacter en fait le fonctionnement des lymphocytes T4. Donc c'est les auxiliaires en fait qui en fait vont au travers des cytokines, donc différents types de cytokines. Donc il me semble que les interleukines par exemple font partie des cytokines. Cytokines, ce sont des messagers qui permettent aux différents lymphocytes et aux différents leucocytes. Donc les leucocytes, c'est toutes les cellules blanches, tous les globules blancs appartenant au système immunitaire, de communiquer entre eux tout simplement. Donc ils ont fait des études pour essayer de réduire cette quantité de cytokines. Mais en fait, le problème, c'est que par rapport à ces cytokines, on ignore en fait encore tous les différents variants. Donc, je vais parler d'interleukines, mais il y a beaucoup de types de messagers chimiques différents entre les cellules immunitaires. Et surtout, on ne connaît pas très bien les récepteurs. Donc là, quand on ne connaît pas le récepteur, on ne peut pas faire, vous savez, de molécules agonistes, antagonistes et tout le bazar. Donc, ils pensaient pouvoir impacter la tolérabilité, pardon, par exemple, de la myéline, donc pas l'attaquer, inhibition ou encore suppression clonage. Donc vous savez, les lymphocytes T4 vont en fait inciter la multiplication des lymphocytes T8 et des lymphocytes B, ainsi que leur stimulation, donc la production d'anticorps par exemple. Et en fait, finalement, les premiers essais ont été plus délétères qu'autre chose. Donc c'est un petit peu navrant de faire tant d'efforts pour ça. Et en fait, ce qui rend très compliqué aussi la trouvaille d'un bon médicament, en fait, c'est la difficulté de ce système immunitaire qui est un peu ambivalent. Parfois, ça peut aider, parfois, ça peut dégrader euh, enfin, ça peut plutôt augmenter, disons, l'impact de la sclérose en plaques. Donc là, ce qu'on peut se poser comme question, c'est, bah, en fait, est-ce qu'on maîtrise vraiment le système immunitaire?
pour qu'on soit dans leur ambivalence dans on sait pas trop. L'exemple des microglies, double rôle. L'exemple des astrocytes sur un double rôle. Enfin, c'est un peu complexe en fait, cette histoire d'ambivalence. Alors, il y a aussi des études actuellement sur la protection et la réparation de la myéline, tout simplement. En ajoutant par exemple des oligodendrocytes. Donc en fait, c'est des cellules précurseurs d'oligodendrocytes. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça réfère, mais autrement dit, dans notre corps, si je comprends bien, enfin dans notre système nerveux central, on va rajouter des oligodendrocytes, et ça a été montré que c'était plutôt efficace pour la réparation de la myéline. Normal, les oligodendrocytes servent à cette fabrication de myéline. Donc ça paraît normal que ça fonctionne. Alors après, la difficulté aussi, c'est à savoir en fait euh, si ça s'améliore réellement. Donc c'est un peu difficile, une fois qu'on a mis des cellules là, de voir en fait si ça s'améliore réellement. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de marqueur et parce qu'il n'y a pas de standardisation du visuel. Donc typiquement, euh, c'est un peu complexe de bien observer de façon presque scientifique, entre guillemets, de si ça évolue vraiment significativement, s'il y a des normes, tout ça, des moyennes. Il n'y a pas de tout ça, donc en fait c'est un peu, oh globalement ça s'améliore, globalement ça stagne. Et du coup pour ça ils sont en train de penser à utiliser des IRM de plus en plus précis. Vous savez, il y a les IRM de 1 à 12 Tesla il me semble. Donc utiliser des IRM plus opérationnels, plus précis, donc des IRM, ah non ça serait des IRM structurels du coup, et non fonctionnels, donc des IRM structurels, donc je sais pas si c'est 1 à 12 Tesla, je crois que j'ai dit des conneries. Donc là, juste des meilleurs IRM fonctionnels, donc peut-être voir à l'échelle, peut-être même du micromètre, voire moins, pour observer si vraiment la myéline de certaines régions de substances blanches atteintes augmente, et réparer grâce aux oligodendrocytes. Bon alors juste pour conclure, parce que je sais que c'est un peu hasardeux tout ça, c'est vrai que je m'en excuse, c'est pas hyper structuré comme vidéo, et je m'en excuse. Donc je vais essayer de faire des chapitrages. Et donc pour conclure, oui, en fait ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des avancées. C'est ce que j'ai retenu vraiment. L'article il sert à dire ça, il y a des avancées. Des avancées dans la connaissance sur l'immunologie. Là tu parles, on ne connaît pas les récepteurs des, euh, des cytokines. Donc à partir de là, on est un peu dans la crotte, quoi. On a des avancées aussi sur la neuroimagerie, la neuroscience. Oui, mais bon, finalement, c'est vrai qu'il n'y a toujours pas de traitement, en fait. Oui, de traitement, vraiment de traitement qui permettent de guérir de la sclérose en plaques actuellement. Après, l'article date de 2020. Alors, c'était tout pour cet article. Je ne sais pas si la vidéo a duré longtemps, je regarde juste à la fin, en même temps que vous, je ne sais pas le temps qu'a duré cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.